Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc Monsieur le Président m'a présenté, j'ai rien à rajouter. Effectivement, cette proposition de la Société académique d'architecture de faire une présentation de ce PCR aujourd'hui tombe tout à fait bien, puisque, comme Monsieur le Président l'a dit, nous venons d'éditer, dans le cadre de ce PCR, de ce programme collectif de recherche, un ouvrage volumineux, un ouvrage collectif, consacré à la partie antique de Luc Dunhomme. Et ce premier volume est consacré à Fourvière. Et donc c'est comme je viens de le dire, un ouvrage collectif que j'en parlerai plus en détail dans ma présentation, mais disons qu'il y a pour volonté de présenter l'état des connaissances en matière d'archéologie pour la période antique, donc de Luc Dunhomme. Donc pour nous, vous allez peut-être me dire, oh, mais pourquoi ils ont fait un ouvrage papier alors qu'aujourd'hui, l'informatique, le site web, c'est quand même... Nous tenions absolument, et ça c'est une volonté de l'ensemble de l'équipe, nous tenions, puisque c'est un travail qui a pour ambition de présenter l'ensemble des travaux de recherche à une certaine date, à 2018, nous voulions que cet ouvrage, que ce travail soit clos par un ouvrage papier, laisser une trace, puisque pour moi une trace informatique c'est une trace plus, comment dire, qui peut s'effacer davantage, qui peut se modifier. Bien sûr c'est un désavantage de le modifier, mais si vous voulez, pour nous l'ouvrage papier nous paraissait quelque chose de primordial, laisser une trace de ce type à Lyon nous paraissait bien légitime. Donc, alors si vous permettez, je vais m'asseoir, si ça ne vous ennuie pas. Merci. Donc le programme, le PCR Atlas topographique, donc PCR, programme collectif de recherche. Pardon, je me suis trompé de sens, il faut que je fasse attention. Donc c'est à la fois un travail d'équipe, programme collectif de recherche, mais c'est aussi une publication, c'est ce que je viens de dire. Alors, les ambitions du programme de recherche. Ah, mais bien sûr, j'ai mis ça à l'envers. Excusez-moi, il faut que je me rôde. Ces ambitions, alors voilà, ces ambitions, recueillir et examiner l'ensemble des informations archéologiques dont certaines étaient dispersées, disséminées dans différents fonds d'archives. Vous le savez, à Lyon, il y a de nombreux intervenants, de nombreuses institutions qui font de l'archéologie. Il n'y a pas que la DRAC, évidemment. Le service archéologique municipal possède énormément d'archives. Certains chercheurs possèdent également des archives personnelles. Donc ce programme, il avait pour but de rassembler un peu toutes ces données et de rassembler aussi les chercheurs. Donc rassembler les chercheurs, c'est-à-dire bon, fédérer ces chercheurs qui travaillent sur Lyon autour d'un programme, d'un projet commun, de façon à recueillir les idées de chacun. Tout ça pour renouveler les données existantes, les synthèses existantes. Vous connaissez certaines synthèses qui d'ailleurs avaient encore cours il y a quelques années. Par exemple, l'ouvrage d'Ama Blodin, la topographie de Luc Dunhomme, l'ouvrage de Pierre Villemier sur Lyon antique. En fait, si à Lyon il y a eu beaucoup de publications monographiques, en fait, les synthèses remontent à une certaine date, remontent à la fin des années 70-80. Donc il était pour nous primordial d'apporter de nouvelles idées et de donner une nouvelle image de la ville. Et c'est un peu l'objectif, bon, c'était l'objectif de ce programme et c'est l'objectif de cet ouvrage. Donc les institutions et les chercheurs impliqués dans le programme, donc vous les voyez à l'écran, bien sûr le ministère de la Culture, qui a été coordinateur du programme, la ville de Lyon, bien entendu, avec son service archéologique
l'INRAP, bien sûr, vous connaissez tous l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'université, le CNRS, le musée gallo-romain, bien entendu, Archéodunum, EVA, donc des opérateurs privés d'archéologie, l'UMR, qui regroupe aussi un certain nombre de chercheurs bénévoles, hein, comme moi, par exemple, qui suis maintenant retraité. Voilà. Donc, au total, une trentaine de chercheurs. Alors, il faut savoir que depuis la fin des années 1980, il y a eu à peu près 1000 opérations archéologiques nouvelles qui ont été réalisées à Lyon. Alors, quand je dis 1000, c'est toute période confondue. Ce n'est pas uniquement celle qui concerne l'Antiquité. C'est toute période confondue, de la protohistoire jusqu'au XVIIIe siècle, voire XIXe. Donc, cette carte n'est même plus à jour, puisqu'en fait, tout à l'heure, j'ai regardé, c'est une carte que j'ai dû faire dans les années 2010-2013, donc elle est complètement, enfin, elle n'est pas complètement dépassée. Disons, ça vous présente un état des travaux. Alors, il faut savoir aussi que quand je dis 1000 opérations, il faut savoir qu'une opération peut être réalisée à la même place. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un diagnostic, puis après une fouille. Alors évidemment, ça compte pour deux, et vous allez me dire, mais c'est le même site. Alors au départ de notre projet de recherche, en fait, il est né un peu du fait que moi, je me sentais nouveau et pas forcément légitime pour gérer l'archéologie lyonnaise. Puisque je venais d'une autre région, monsieur le président l'a dit tout à l'heure, et on m'a confié Lyon, mais pour moi, j'avais besoin d'acquérir un certain nombre de connaissances et de m'entourer de personnes. Donc lancer un programme de recherche, pour moi, était une bonne façon d'apprendre, d'acquérir des données et d'être légitime, puisque tout ce que je recevais de mes collègues, je pouvais le remettre dans les prescriptions que j'émettais en étant au service régional de l'archéologie. Prescription, vous savez ce que c'est dire qu'il faut faire une fouille à tel endroit parce qu'il y a un projet de construction. Mais qu'est-ce qu'on attend de la fouille qui sera réalisée là? Donc, si vous voulez, m'entourer de spécialistes, d'institutions diverses, pour moi, c'était une garantie de justesse. Donc, ça explique aussi mon enthousiasme pour lancer ce programme. Donc, au départ, ce programme, j'avais, avec les collègues avec qui j'ai lancé, avec notamment Christine Becker, le projet, il était en fait de faire un atlas urbain qui allait de la protohistoire, enfin non pas de la protohistoire, de l'époque antique, de la fondation de la colonie, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais en fait, vous l'avez vu, 1000 opérations, c'était un travail titanesque. Alors, on s'est vite, oui c'est ça, on s'est vite consacré uniquement à la période antique. Alors, excusez-moi, j'ai deux images sur mon écran. Alors, des fois, je suis un peu perdu. Je vous parle d'une image que vous n'avez pas encore sous les yeux. Désolé, ça m'arrive. Je vais me rôder, j'espère. Ça, je vous l'ai dit. Donc, et aujourd'hui, on a décidé, compte tenu de l'ampleur du travail, de se consacrer uniquement à la période antique. Mais évidemment, déjà, la période antique, vous le voyez, rien que ce volume, ça représente uniquement la partie de Fourvière. Donc c'est un travail énorme, puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait l'inventaire de toutes les opérations archéologiques, vraiment un inventaire exhaustif de toutes les opérations archéologiques qui ont lieu, enfin opérations archéologiques ou inventions ou découvertes, hein, de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu sur Lyon énormément de données, ce qui explique que l'ouvrage soit très gros. Donc, alors, le premier volume, vous le voyez, donc c'est celui qui vient de sortir là. Il ne représente que Fourvière. Il est découpé en 13 feuilles. Une feuille, c'est un secteur de 11 hectares. Mais ça regroupe toutes les informations archéologiques qui ont été réalisées ou découvertes dans le secteur. Le volume 2, alors attendez, je me trompe toujours. Le volume 2, ça c'est le volume 1. Donc les 13 feuilles du volume 1.
Le volume 2, c'est plus moi qui le coordonne, c'est Michel Monin du service archéologique municipal. Il est consacré à la presqu'île et aux quartiers fluviaux. Il est découpé en 26, à peu près 26 feuilles, 26 ou 28 feuilles. Le volume 3, il est projeté. Attendez. Il est projeté, mais nous n'avons pas encore désigné de coordinateur. Enfin, aucun volontaire ne s'est encore présenté. C'est une autre histoire. Comme ce travail-là est très très long, le volume 2, il est sûr qu'il va sortir. Le volume 3, c'est le suburbium, c'est-à-dire c'est les abords de la ville antique. Je pense que le découpage, au lieu d'être en format au millième, sera au 2 millième, ce qui représente le carré rectangulaire en haut à gauche. Donc le découpage des feuilles sera plutôt des feuilles au 2000 qui regrouperont donc 4 feuilles au millième. Mais, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore sûr que quelqu'un voudra le faire. Est-ce que d'ici là, on ne sait pas. Là, c'est l'avenir, ça ne me concerne pas. Alors, cet atlas topographique, il s'inscrit dans une collection qui est née en Narbonnaise, en Gaule-Narbonnaise. Nous avons repris le nom, nous avons repris les échelles, nous avons repris le découpage, toute la forme. Cette collection s'appelle les atlas topographiques de Gaule méridionale. Il est dirigé par Marc Eichmann, du CNRS, et qui est rattaché au centre Camille Jullian à Aix-en-Provence. Plusieurs ouvrages ont déjà été réalisés. Ceux qui sont à l'écran, donc Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, Aix-en-Provence et Fréjus. Comme je vous l'ai dit, c'est des projets collectifs qui regroupent un certain nombre de chercheurs et qui ont la même méthode que celle que nous avons employée, qui nous paraît une méthode collégiale parce qu'elle nous permet d'associer l'ensemble des chercheurs pour des interprétations nouvelles et des problématiques actualisées. Donc, d'autres atlas sont en cours. Donc, Alba-Vivier, en Ardèche, Arles, Orange, Nîmes, Valence, qui sont donc des villes de Narbonnaise, et Clermont-Ferrand, qui est une ville de Gaule-Aquitaine. Donc tous ces ouvrages-là sont en cours. Certains sont en cours depuis avant que nous ayons lancé notre ouvrage. C'est un travail qui, évidemment, qui est réalisé par des gens qui ne font pas que ça. Ce sont des gens qui ont un travail, comme actuellement Michel Monin, qui va reprendre le volume 2. Elle est archéologue du service archéologique municipal. Son boulot quotidien, c'est pas l'atlas, c'est de faire des fouilles, c'est de gérer une partie du service. Moi, j'ai pu prendre la direction de cet ouvrage, parce que j'avais dirigé le PCR, mais j'ai pu l'aboutir parce que je suis arrivé en retraite en 2015. Donc, pendant ces 3 années, enfin, ces 4 années, on va dire maintenant presque, où j'avais du temps libre, ça m'a permis de peaufiner et de peaufiner l'édition du volume. En étant à mon travail, j'avais un jour par semaine qui me permettait de m'y consacrer, et encore, parfois, je devais faire autre chose, ce qui était normal. Mais bon, ce qui était rageant, parce que ma passion, c'était... Et ce que j'ai regretté aussi, c'est lorsque je suis devenu adjoint du chef de service, c'est que je ne gérais plus la ville de Lyon. Parce que ce que je trouvais formidable, c'était à la fois de gérer une ville et de ramasser les connaissances dans le cadre d'un programme, ce qui fait que je prenais que l'un bondait l'autre. Donc c'était vraiment très satisfaisant au niveau, c'était un équilibre entre recherche et travail administratif, entre guillemets. C'était pour moi quelque chose de très satisfaisant. Ce que je n'ai pas pu faire après quand je suis devenu adjoint et je devais m'occuper des 8 départements de la région avec ma chef. Voilà. Bref. Donc, l'ouvrage que nous avons
réalisé, qui est sous vos yeux, que vous pourrez consulter après. Donc c'est un ouvrage collectif, vous avez le nom de tous les auteurs, donc il y a une trentaine d'auteurs qui appartiennent aux institutions diverses telles que je vous les ai présentées tout à l'heure. Et donc l'ouvrage, le sommaire du volume 1, alors surtout les introductions et les synthèses. Alors une grosse partie concerne l'histoire des recherches que Gérard Bruyère a réalisé en grande partie, le cadre naturel du site par Odile Franc et Agnès Véraud, qui sont des géomorphologues. Avant Luc Dunhomme, c'est la partie gauloise voire préhistorique avant de l'occupation du site. L'histoire de Lyon, c'est l'histoire c'est une partie d'histoire faite par des spécialistes des sources, donc les sources littéraires, l'apport de l'épigraphie, donc les spécialités des inscriptions, construire à Lyon, alors évidemment, sans doute des parties qui concernent plus particulièrement les architectes, puisque là, on va parler de toute l'évolution des méthodes de construction, des matériaux. Les trames urbaines et les réseaux viaires, c'est intéressant pour les architectes, parce que ça, je vous le montrerai plus loin, pour les différentes trames qui se sont implantées à Lyon. L'eau, bien sûr, ça vous concerne aussi, ça concerne aussi bien sûr la problématique liée à l'alimentation de l'eau à Lyon. L'architecture domestique, une partie bien entendu très intéressante aussi pour l'évolution des différents types de construction. Et là, on parlera uniquement de l'architecture domestique. On parle uniquement des maisons et non pas des temples. Ensuite, une grande partie sur la topographie de Luc Dunhomme, résumée en synthèse par Armand Débat. Et puis l'abandon de cette colline que nous avons co-signé avec Armand Débat. Donc vous le voyez, ça, c'est le volume. Donc ça, cette partie-là qui concerne l'introduction et les synthèses, elle est réalisée à partir de toutes les données qu'on collectées dans les différentes parties, je dirais les parties analytiques de l'ouvrage qu'on appelle des feuilles. Hein. Mais une feuille, ça peut faire 100 pages. Hein. Donc là, je vais vous parler de l'histoire des recherches. Donc l'histoire des recherches, c'est la partie qui a été réalisée en grande partie par Gérard Bruyère et qui est une partie, pour moi, très intéressante et qui fait que cet ouvrage devient destiné à un public beaucoup plus large qu'un public d'archéologues ou d'architectes qui sont, je dirais, spécialisés. Là, ça va être une partie plus historique. Donc, toute personne qui s'intéresse à l'histoire de Lyon, à l'histoire des recherches, y trouvera son content. Alors, un des premiers personnages qui s'est intéressé aux vestiges antiques présents à Lyon, c'est Guillaume Duchoul. Ici, on le voit en train d'offrir son livre à François Ier. Et voilà. Le livre, c'est pas l'Atlas, mais non, parce qu'il le porte d'une main, ça ne serait pas possible. Donc, un des dessins de Duchoul, donc dans son ouvrage n'a pas pu être édité. Il est conservé à l'état de manuscrit. Il est conservé à la bibliothèque de Turin. Et bien sûr, on peut le consulter là-bas. On en a des reproductions. Mais ici, vous avez l'aqueduc d'Ugier, ce qui est bien caractéristique, avec son appareil réticulé. Un autre personnage, à peu près à la même époque, qui s'est intéressé, bien sûr, aux vestiges antiques présents à Lyon, c'est Gabriel Simeoni, un Florentin, un voyageur florentin, qui a rédigé un manuscrit, parce que lui aussi, son ouvrage n'est pas... l'original n'a pas été imprimé. Depuis, il y a eu des copies qui ont été faites. Cet ouvrage, il est également conservé à la bibliothèque et aux archives de Turin. Par exemple, voici, alors son ouvrage est plein
belle gravure dans laquelle vous voyez les monuments antiques à son époque, au XVIe siècle. Ici, l'amphithéâtre, et c'est bien l'amphithéâtre qui était sur la côte Saint-Sébastien. Ce n'est pas le pseudo-amphithéâtre qu'on verra tout à l'heure, qui était en fait les théâtres. Hein. Un autre personnage important, donc un peu plus récemment, donc Jacob Spon, qui était lui médecin. Et lui, Jacob Spon, à l'étude critique des vestiges, lui, il donna le nom d'archéologie ou d'archéographie. Bien sûr, le terme avait été utilisé par le grec Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais jusque-là, il n'avait pas été réutilisé. Et donc, c'est Spon qui l'a remis au goût du jour. Hein. Voilà le texte dans lequel le terme archéologie figure en latin dans sa préface. Un autre personnage que vous connaissez sûrement, c'est François Artaud, qui a rédigé un ouvrage qui s'appelle Lion souterrain. Alors là, on entre dans le vif du sujet, parce que c'est déjà un ouvrage, même s'il est du 19e siècle, c'est quand même un ouvrage qui s'approche au niveau de la description, de la localisation des découvertes, qui s'approche des ouvrages, bon, pas des ouvrages actuels, mais enfin des ouvrages qui suivront. On a déjà une forme déjà de localisation, enfin bon, c'est un ouvrage qui sert. Ici, on voit François Artaud, qui est donc le premier conservateur du cabinet des Antiquités au Musée des Beaux-Arts. Hein. Là, on le voit donc dans son cabinet, au Musée des Beaux-Arts. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur son... Il est à sa table. Il y a une jeune élève qui vient le voir, avec un carton à dessin sous le bras. Et qu'est-ce qu'on voit dans son cabinet? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit différentes... on voit en haut un acrotère. La provenance, on ne sait pas. Je crois qu'actuellement, il n'est pas au musée. Je ne l'ai pas retrouvé. On voit une déesse Copia assise, une déesse Copia en marbre, à gauche. Une abondance en bronze. Ah. Et puis, en bas, une inscription au génie de Claude, qui a été découverte à Choulan. Toutes ces pièces-là, sauf l'acrotère, sont présentes dans les collections du musée et figuraient dans les collections du musée des Beaux-Arts, puisque avant c'était là que se trouvait le cabinet des Antiquités. Ici, vous avez donc l'inscription que je vous ai présentée sur la photo d'avant, qui est en bas. La photo en bas, je vous l'ai présentée un peu plus gros. Alors François Artaud, donc c'était, comme je l'ai dit, le premier conservateur du cabinet des Antiquités. Il a rédigé donc un ouvrage dans lequel il a localisé un certain nombre de découvertes. Alors bien sûr, c'est pas toujours très précis, mais c'est comme un ouvrage qui nous sert encore aujourd'hui, hein, parce qu'il apporte des choses qui évidemment sont forcément plus présentes. Et il a vu des choses avant que la ville ne se transforme, si vous voulez. Donc c'est un ouvrage important. Alors il avait avec lui un personnage, un architecte, qui s'appelle Antoine Chenavard, qui a fait une cartographie qu'on appelle Lyon antique restauré, qui a fait une cartographie, alors évidemment très romancée, des vestiges que Artaud décrivait dans son ouvrage. Évidemment, de tout ça, il y a très peu de choses, mais bon, l'intention était là, il avait l'intention de faire cette carte pour la joindre à l'ouvrage d'Artaud. Alors bien sûr, les archéologues qui ont suivi n'étaient pas très tendres avec lui, ils l'ont traité d'architecte fantaisiste. Pour Odin, c'était un architecte fantaisiste. Pour Auguste Bernard, c'était un rêve fantastique d'architecte. Ouais, les archéologues ne sont pas toujours très tendres, mais bon, peut-être que les archéologues d'aujourd'hui paraissent plus
plus respectueux du métier d'architecte. Alors, voilà une autre vue. Voilà, je vous ai dit le rêve fantastique d'architecte. Une vue donc de une coupe le long de la Saône de Lyon antique, telle que Chenavard l'imaginait. Évidemment, ça ne correspond guère à la réalité. Qu'est-ce qui est la réalité? Vous avez ici, sous Saint-Georges, vous avez les voûtes. Mais ici, Fourvière, bon, donc vous voyez, c'est grandiose. Évidemment, on supposait qu'il y avait un forum, donc il a restitué du monumental. Bon, hein, vous voyez, bon, il y a des dracars dans la Saône. Enfin, peu de maisons. Mais comme je vous l'ai dit, cet ouvrage, Lyon antique restauré, qui a été édité, n'est pas sorti en même temps que l'ouvrage d'Artaud, puisque Artaud est mort avant. Alors, j'ai trouvé aux archives municipales, c'est Gérard Brouillard qui me l'avait indiqué, des relevés qu'avait fait Chenavard avant l'édition de son ouvrage Lyon antique restauré. Donc à gauche, vous avez le manuscrit, les relevés qu'il a fait sur le terrain, et à droite, vous avez mis exprès à l'envers, pour qu'elle soit dans le même sens, parce que, vous voyez, ça représente le réservoir de l'Angélique, enfin le pseudo-réservoir de l'Angélique, hein, parce qu'on a vu récemment que c'était pas... Vous voyez, ça c'est la partie en abside. Comme j'ai fait des relevés de l'Angélique, j'ai vu le manuscrit, j'ai vu l'édition. Bon, on s'aperçoit que quand même le relevé de Chenavard était assez précis. Il était en partie, alors assez précis pour toute la partie qu'il a pu voir. Vous voyez, toute cette partie-là, il l'a vue. C'est cette partie-là. Par contre, ici, c'est une partie souterraine qui comporte en fait aujourd'hui 3 caves. Lui en a rajouté 2. Il les a pas vues. Il les a pas vues. Est-ce que ce sont les gens du quartier, les habitants, qui lui ont signalé que lorsqu'il y avait eu des travaux, il y a eu un effondrement, peut-être? C'est possible. En tout cas, il les a pas vues. Bon, ce qui me choque, c'est qu'il ait dessiné dans la paroi une ouverture, dans la paroi, c'est là, une ouverture qui permet d'y accéder. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous visitez ces caves, il n'y a aucune ouverture. Donc, si vous voulez, cette partie-là, il a un petit peu trafiqué. Mais tout le reste est bon. Bon, ce bassin qui est là, ici, normalement, il est ici. Il n'y a pas de bassin ici. Là, il y a un mur longitudinal. Voilà, c'était une petite, pas une critique, mais disons, il est intéressant de se rendre compte du degré de précision que peuvent apporter certains auteurs. Alors, un autre un autre architecte, c'est Rogatien Le Nail, ou Le Nel, je ne sais pas comment on dit, moi je dis Le Nail, mais c'est peut-être pas très bon. Architecte, lui, il a réalisé dans le Clos de la Compassion, vous savez où c'est le Clos de la Compassion? En fait, c'est là où se trouve aujourd'hui le théâtre antique. C'était une vigne à l'époque, hein. C'était la propriété Lafont, et c'était à côté, il y avait le couvent de la Compassion. Il y avait un gros débat, puisqu'il y avait eu des sondages qui avaient été faits par Fabia et par Camille Germain de Montausan, qui disaient « Ah ben non. » Et puis aussi, surtout par Lafont, oui, voilà, par Lafont, qui disait « Ah non, là, c'est là qu'est l'amphithéâtre. C'est pas un théâtre, c'est l'amphithéâtre. » L'amphithéâtre où ont été martyrisés les premiers chrétiens. Donc évidemment, c'était une découverte d'importance. Mais Rogatien Le Nail, lui, il a fait aussi des sondages dans le Clos de la Compassion, propriété Lafont, et puis
il a fait des mesures, il a pris des mesures, et puis il a dit, c'est pas un amphithéâtre, c'est un théâtre. Évidemment, les archéologues ont crié au secours, au scandale, pardon. Ils ont crié au scandale en disant que c'était une reconstitution fantaisiste due à des sondages hâtifs et clandestins. Vous voyez, bon, encore une querelle entre architectes et archéologues. Mais il avait raison, puisque c'est bien un théâtre. Mais bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire du théâtre aujourd'hui, vous la connaissez sans doute aussi bien que moi. Un autre personnage important, bien sûr, dont on se rapproche, qui se rapproche de nous, c'est Amat Blaudin. Amat Blaudin, ici, qui est en compagnie de Louis Pradel. Donc, il dit dans ses écrits, il dit que sa passion pour l'archéologie... Vous savez, Amat Blaudin, c'était le fils d'un imprimeur lyonnais bien connu. Il dit que sa passion lui est venue en observant les fouilles de Fabia et de Camille Germain de Mauthausen à la Sarraz. C'est probable. En tout cas, Amat Blaudin n'a eu de cesse que de rechercher le lieu où les martyrs avaient été exécutés. Il n'a eu de cesse que de chercher effectivement le lieu, l'amphithéâtre, le véritable lieu de l'amphithéâtre, le lieu où se trouvait la prison des martyrs. Bon, en fait, bref, ces fouilles étaient surtout réalisées sur Fourvière. Il est devenu le premier directeur du musée gallo-romain et le premier directeur d'un service archéologique municipal. Bien sûr, un service archéologique qui n'était pas comme il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un service qui n'est composé que d'archéologues. À l'époque, c'était surtout des maçons, peut-être un géomètre, un chef de chantier, qui étaient des terrassiers, qui étaient là pour dégager les vestiges et les restaurer. Amat Blaudin, il était accompagné par un architecte qui s'appelait Jean Gruyer. Jean Gruyer, en fait, il a fait un peu ce que Mauthausen a fait pour Artaud, c'est-à-dire qu'il a dessiné, il a mis sur plan toutes les fouilles, tous les vestiges qui étaient observés par Amat Blaudin. Donc voilà un extrait du plan de Jean Gruyer qui nous sert aussi. Bon, qui ne nous sert plus aujourd'hui parce qu'on a l'Atlas, mais si vous voulez, c'est une base. C'est un premier élément. Le problème, c'est que les localisations ne sont pas toujours très fiables. Et là, on est un petit peu, je dirais, toute période confondue pour la période antique. Donc mais bon, c'est quand même une information très importante. Alors encore plus près de nous, bien sûr, ici, Jacques Lassfargue, en compagnie de Bernard Zerfus, donc architecte du musée gallo-romain que vous connaissez. Donc un autre personnage important. Et à partir de Jacques Lassfargue, c'est une nouvelle page de l'archéologie lyonnaise qui se tourne, même de l'archéologie nationale, puisque les travaux de Jacques Lassfargue ont permis de faire... Bon, il n'était pas le seul en France, mais si vous voulez, il a fait énormément avancer la prise en compte du patrimoine. Puisqu'avant, les prédécesseurs faisaient ce qu'ils pouvaient, mais disons, c'était des fouilles surtout entre midi et 2 heures. Il ne fallait pas gêner les entreprises. Donc c'est un peu ce que certains ont pu reprocher à Amat Blaudin, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, à partir de Jacques Lassfargue, on a pu déterminer des temps réservés uniquement aux fouilles archéologiques. Jacques Lassfargue, il a mis en place le premier zonage archéologique, qui se trouve à gauche, en 1979. Donc ce premier zonage archéologique, il comporte 3 zones. Une zone violette, sur laquelle, c'est Fourvière, si vous vous situez. Fourvière, hop, ça m'énerve. Oh. C'est trop sensible. Fourvière, qui se trouve sur la partie violette. Ici, c'est l'amphithéâtre. Autour, une zone verte, pas très lisible. C'est une zone sur laquelle on peut construire sur les vestiges, pas sur les vestiges, sur les murs
des maisons modernes antérieures. Donc on ne doit pas faire de nouvelles destructions du sous-sol, on doit reconstruire sur les murs antérieurs. Et une troisième zone en jaune, vous voyez, la plus grande, qui est soumise à contrôle des archéologues au préalable. Ça, c'est le premier pas de la prise en compte du patrimoine archéologique. Avant, c'était, comme je vous l'ai dit, quand on pouvait, on fouillait quand on pouvait, quand les aménageurs voulaient bien nous laisser un peu de temps, enfin leur laisser un peu de temps, parce que je n'ai pas connu ça. Voilà. Ici, une diapositive, alors là je reprends mes notes, puisque Jean Burdi m'a bien dit les noms des gens qui sont présents sur la photo. Ce sont les archéologues donc, des années 70-80. Vous avez à gauche, de la gauche vers la droite, vous avez Maurice Picon, Monsieur et Madame Buttray, Louis-Jean Collat, Ama Blodin, qui est un petit peu voûté, que vous reconnaissez, ici. Jacques Lasfargue, père, qui est avec son béret. Jacques Lasfargue, le fils, conservateur du musée gallo-romain. Et Jean Burdi, avec l'appareil photo, qui est ici. Et vous avez la personne qui est là, et que je salue. Donc nous allons avancer un petit peu dans l'ouvrage pour vous parler, mais rapidement, de spécialistes qui faisaient partie de l'équipe de l'Atlas, qui sont des géomorphologues, géologues et géomorphologues. Vous le savez, les archéologues n'ont pas la science infuse, ils connaissent certaines choses, mais pas tout. Ils ont besoin donc de différents spécialistes. Et là, nous avons des élèves de Bravard, Jean-Paul Bravard, qui sont Odile Franc et Agnès Véraud, qui ont fait un gros travail à partir des sondages géotechniques qui ont été réalisés dans la ville, à partir des fouilles archéologiques où ils ont pu observer toutes les stratigraphies, tous les sédiments. Et donc sur cette carte, vous voyez l'évolution donc du Rhône et de la Saône et les différents bras qui ont recoupé la presqu'île. Alors ça, c'est une carte. Elles nous ont présenté dans l'ouvrage des cartes de la période protohistorique jusqu'à la fin de la période antique. Et vous le voyez, donc les rivières, enfin, je veux dire les rivières ou les fleuves, ont beaucoup évolué, ont eu des cours qui ont pas mal divagué. Et donc c'est l'observation donc, des sédiments qui leur a permis de dresser des cartes qui sont très intéressantes. Et donc ces géomorphologues font partie à part entière des équipes d'archéologues. Ce sont des archéologues de l'INRAP, mais il y en a aussi au service archéologique municipal. On ne peut plus faire d'archéologie aujourd'hui sans géomorphologue, parce qu'ils nous apportent énormément d'informations sur l'évolution du site. Quelque chose qui vous parle sans doute pas mal, c'est la construction, les matériaux et les techniques. Donc là, c'est Benjamin Clément et Hugues Savegueras. Hugues Savegueras, qui est directeur du musée gallo-romain, et Benjamin Clément, qui travaille à Archéodunum, qui est archéologue à Archéodunum, donc qui ont fait un travail sur l'évolution de l'usage des matériaux à Lyon dans l'Antiquité. Donc ici, une petite carte pour montrer les différents marbres employés ici, c'est à l'Odéon. La provenance des différents marbres, je ne vous lirai pas. Ici, les granites, les gneiss, différentes formes de granit à grains plus ou moins gros. C'est ça. Bon, je vous l'ai dit, l'ouvrage il est divisé en 13 feuilles. Une feuille représente 11 hectares et c'est l'inventaire exhaustif de toutes les découvertes qui ont été réalisées. Je passe. Donc chaque feuille d'atlas est au millième. Elle est au format A3. Donc je vous l'ai dit, toutes les notices sont rédigées toujours dans la même manière, permet aux chercheurs de trouver, si c'est dans l'ouvrage, de trouver ce qu'ils cherchent. Donc, oups, c'est trop sensible.
enceinte urbaine, voirie, urbanisme, aménagement hydraulique, monuments publics, habitation, commerce. Je vous décline les différents thèmes des notices. J'en profite pour vous dire une chose. Vous devez vous dire, ouais, mais à Lyon, il y a déjà un ouvrage qui s'appelle La carte archéologique de la Gaule consacrée à Lyon. Effectivement, c'est un très gros volume qui nous a servi parce qu'il a fait l'inventaire d'énormément de découvertes qui ont été réalisées, mais ce n'est pas du tout organisé de la même manière. La carte archéologique de la Gaule est déclinée de façon monographique. C'est-à-dire que vous avez des notices qui concernent le site. Foum. Par contre, l'atlas, tout est découpé en thèmes, les thèmes qui sont là. Donc, un étudiant qui va vouloir travailler sur, par exemple, les enceintes, et ce découpage qui est là, c'est le même que celui des atlas de Narbonne que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que tous les atlas sont découpés de la même façon. Donc, si vous cherchez une information sur un thème particulier, vous allez le trouver parce qu'il est sorti de la notice générale du rapport de fouille qu'on a pu dépouiller. Vous voyez, tout est décliné, tout est analysé et découpé par thème. Puis, de toutes ces notices, on fait une interprétation. Alors, autant la partie précédente, elle est déclinée par un responsable de feuille, un chercheur qui va dire, tiens, moi je vous présente, je fais l'inventaire de la feuille. Hein, ok. Mais après, tout ce qui est interprétation et synthèse est fait de façon collégiale. C'est-à-dire que toutes les notices sont lues devant le groupe d'une trentaine de personnes et discutées, amendées, corrigées. Donc, si dans la partie notice, on va prendre l'information qui est apportée par le fouilleur, dans la partie interprétation, on va revenir. Par exemple, si Amablodin, je prends un exemple, hein, c'est pas ça, si Amablodin a dit un jour « Ah, ben, il y avait un égout à tel endroit », à partir des données que nous avons aujourd'hui et des connaissances nouvelles qu'on peut avoir, c'est un exemple, hein, on va dire « Ah ben non, c'est un aqueduc, c'est l'aqueduc de... » Voilà. Donc, en interprétation, on parlera d'aqueduc, mais par contre, dans la notice, vous aurez un égout. Je ne sais pas si je suis clair. J'espère. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un portrait de Fourvière en 5 tableaux. Alors, je vais vous présenter, alors je vous demanderai si vous vous localisez bien, parce que je vais vous faire 5 états, donc l'état colonial, la période augustéenne, la période du 1er siècle, la période du 2e, 3e, et puis l'abandon de Fourvière. Mais je vais vous présenter à chaque fois le même découpage. Donc, est-ce que vous vous repérez? Je vais vous décrire un petit peu, parce que vous ne vous repérez pas forcément. Ici, pour des Lyonnais, ça va. Hein. Ici, vous avez la rue Roger Radisson. Hein. Ici, vous avez la rue Pauline-Marie Jaricot. Ici, vous avez Fourvière, c'est marqué, ça va. Ici, vous avez le collège des Minimes. Ici, l'hôtel de la Visitation maintenant, qui est bon, le couvent de la Visitation. Hein. Et ici, c'est la rue de Trillon. Et ici, la place André Larue, Abbé Larue, pardon. Hein. La rue des Farges, l'Anticaille. Bon, voilà. J'insiste sur ça puisque je vais le représenter à plusieurs reprises. Donc, si vous ne localisiez pas, ce serait dommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, là, on est dans la période coloniale. Alors, la période coloniale, qu'est-ce qu'on a observé? Je ne vous ferai pas le détail de tout, mais marqué, vous le voyez, il y a une trame rouge, hein, la A, et puis un alignement B, vous voyez, qui est moins représenté. Donc, ce sont 2 trames urbaines. Donc, la A, c'est 22 à 27 degrés ouest, et la B, 7 à 10 degrés est. Elle n'a pas été vérifiée à cette époque. On la verra plus loin. Qu'est-ce qu'on voit? Alors que les îlots urbains mesurent 35 mètres sur 35 mètres ou 35 mètres sur 70 mètres. Évidemment, alors, ces informations, ces observations qu'on a pu faire là, elles viennent
des fouilles du Verbe-Incarné, hein, réalisées par Éric Delaval, Bernard Mandy et son équipe dans les années 77-87. Et puis aussi les fouilles du pseudo, le Verbe incarné c'est ici, et les fouilles du pseudo-sanctuaire de Cybèle par Armand Desbas, qui a succédé donc au niveau de cette fouille à Mablodin. Alors, les îlots de 35 mètres sur 35 mètres, ça représente un actus, et les îlots de 35 mètres par 70, ça représente un actus duplicatus. Ça, c'est des mesures qu'on trouve, des mesures d'îlots urbains qu'on trouve aussi dans des villes antiques, dans les colonies antiques, comme Nyon, en Suisse, ou Fréjus. Alors, on peut se poser des questions. Vous le voyez, on a deux orientations différentes à la même époque. On est sûr que les premiers colons, en 43 avant Jésus-Christ, lorsque Plancus a fondé la ville, se sont installés dans ce secteur-là. Les fouilles du Verbe incarné l'ont montré. Pourquoi ils n'ont pas repris l'orientation B? Pourquoi l'orientation B existe de manière différente plutôt? On n'a pas vraiment d'explication. Mais ça nous fait douter d'une chose, c'est que ce qu'on pense, l'orientation A, elle est peut-être liée à, à une tradition cultuelle, le jour de la fondation de la ville. C'est possible. Orientation du soleil, on n'a pas de preuve. L'orientation B, pour moi, à mon avis, elle résulte de vestiges antérieurs qui se trouvaient là avant qu'on fonde la colonie. Donc de vestiges gaulois qui ont dû être sur lequel on a construit. Ça fait encore partie des grandes interrogations. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui paraît bizarre, c'est qu'on aurait soi-disant le forum. Et tous les vestiges qu'on trouve ici, dans ce secteur-là, sont bien orientés sur l'orientation B. Ça serait quand même bizarre que pour une colonie, on ait un forum qui ne soit pas orienté avec le reste de la colonie. Puisque si on suit l'orientation ici, vous voyez, on a un angle. On le reverra plus loin. Alors, à cette époque, les voies étaient pas en dallée, elles étaient en gravier, elles étaient assez étroites, elles étaient bordées de fossés en planches, il n'y avait pas d'égout. Il y avait des trottoirs sous portique. Et ici, on voit, place de la Belle-Rue, on voit bien sûr qu'il y avait un rempart en pierre qui a succédé au Murus Gallicus, fouille donc de Michel Monin des années 2012-14. On a une première maison. Là, à 7 ans. Attends, je peux avancer. Hop. Oui. Ici, donc je vous ai un peu parlé des fouilles donc, du Verbe incarné. Mais la maison dont je vais vous parler, c'est une maison qui se situe ici, à l'emplacement du pseudo-sanctuaire de Cybèle, qui a été fouillé par Armand Desbas, bien observé par Benjamin Clément. C'est ça. Hop. Voilà. Cette maison. Une petite maison qui représente en gros 220 mètres carrés. Elle est construite sur solin de galets avec des élévations en briques crues. Son décor, on l'a appelé la maison au décor de laurier. Bon, vous savez, on a toujours tendance à donner le nom d'un vestige, d'une découverte. Donc, on a retrouvé des enduits peints, effondrés bien sûr sur le sol, qui représentaient un joli décor de couronne de laurier. Vous remarquerez que cette maison, le plan se trouve au milieu, elle n'a pas de bassin ni de citerne. Il y a une grande pièce centrale avec un foyer, ici, et de part et d'autre, c'est ce qu'on pense, des boutiques. Est-ce qu'il y avait un étage? Peut-être que là, on aurait une cage d'escalier, c'est pas sûr du tout, puisque les maisons étant construites en adobe, en briques crues,
Pour l'élévation, c'est pas terrible. Bon. Voilà justement un mur en briques crues, là qui avait été trouvé au Verbe incarné. Donc les matériaux de cette époque, les briques crues, et puis aussi le calcaire du Midi. Hop, pardon, je ne l'ai pas mis là. Bon, vous le verrez tout à l'heure. Et le calcaire du Midi qui servait pour la sculpture. Après. J'ai le temps, je vois pas l'heure. Il est 7 heures, j'ai encore une demi-heure. Ouais, ouais, d'accord. Ok, sinon vous partez. Période suivante, la période augustéenne. Donc, la période augustéenne, c'est de moins 15 à plus 15. Je vais aller plus vite. On remarque que les trames A et B se maintiennent et la trame C entre en jeu. Vous voyez, la trame bleue qui est orientée à 4 à 5 degrés ouest. Ça, ce sont vraiment des observations très fiables, puisque lorsque on fouille, lorsque mes collègues fouillent aujourd'hui, ils vont toutes les découvertes qu'ils font se rendent vraiment dans ces trames. Si vous voulez, c'était une trame qui ont été pérennisées. On le verra même jusqu'à la période moderne. On en retrouve encore des traces. Hein. Vous le verrez. Qu'est-ce que je fais? J'avance ou pas? Ouais, je veux bien. Alors, les voies étaient bordées de boutiques et de portiques. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que les portiques, c'est une obligation, ce semble être une obligation d'urbanisme, puisque toutes les maisons, bon, lorsque, ah oui, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, bon, je le dirai là, la ville s'est étendue à cette période. C'est-à-dire qu'à la période précédente, vous n'aviez pas de construction ici. Ça, ce sont des constructions qui arrivent à l'époque augustéenne. À l'époque coloniale, on n'en a pas. Par contre, on pouvait avoir des voies qui allaient jusque-là. Les voies pouvaient être munies de trottoirs, mais évidemment, il n'y avait pas de maison. Donc, pas de portique. Les portiques sont construits en même temps que les maisons. Et d'ailleurs, lorsque mes collègues ont fouillé au Verbe incarné, ils ont bien vu que les portiques étaient différents en fonction de chaque maison. Ils avaient les dimensions obligatoires, parce que la taille du trottoir, mais les matériaux étaient ceux de la maison. Donc on passait d'une maison à une autre avec un aspect de portique différent. Petites observations, mais importantes. Alors certaines voies à cette époque sont dotées d'égouts sous les chaussées, mais à cette époque, ils sont couverts de planches ou de dalles. Ils ne sont pas encore les égouts qu'on verra plus loin, qui sont voûtés. Alors, ce qui est intéressant, et ça soulève une question, c'est que Armand Desbas, dans sa fouille du pseudo-sanctuaire de Cybèle, a trouvé des traces de tuyaux de plomb dans les rues. Alors, comment ce secteur était-il alimenté? Monsieur Burdi est en train de parler. C'est une interrogation, puisque Monsieur Burdi pourrait le dire, ce que les collègues sont en train d'observer aujourd'hui, c'est que l'aqueduc du Gier, en arrivant rue d'Addisson, il n'est pas augustéen, il est plutôt IIe siècle. Ce que les fouilles de David Bardaccelli ont montré à Sainte-Foy-les-Lyons, puisqu'il a pu faire des datations dendrochronologiques. Ce que Éric Bertrand a pu observer aussi en bas, rue Roger-Radisson, il a pu observer que l'aqueduc, il n'était pas augustéen, qu'il était plutôt, il était plus tardif, plutôt IIe siècle. Alors, comment étaient alimentées les maisons observées au pseudo-sanctuaire de Cybèle? Voilà, une interrogation. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je ne crois pas que mes collègues ne l'aient encore aujourd'hui. Alors,
Ici, 2 maisons ont été observées. Ici, l'emplacement du pseudo-sanctuaire de Cybèle. Vous avez une maison qui a été observée et un grand établissement qui a été observé. Je vais en parler. Donc la première domus, puisqu'on les appelle comme ça, mesure 350 mètres carrés. Donc voilà la coupe qui a fait Armand Desbats, l'élévation. Voilà le plan de la maison. Vous remarquerez qu'il y a ici une cuisine, des latrines qui sont mises sur la canalisation. L'entrée est ici. Vous avez des boutiques ici, tout le long. Vous avez un salon et vous avez un atrium au milieu de la pièce qui permettait de recueillir de l'eau. Ici, vous avez différentes chambres. Ici, vous avez probablement un escalier qui permettait d'aller à l'étage. Voilà quelques vues de cette maison. Vous avez le seuil ici, le seuil de la maison. Vous avez ici une trace de tuyau, que je vous en ai parlé tout à l'heure, de plomb. Ici, vous avez l'impluvium. On ne le voit pas très bien, mais il est formé de petites tuiles mises sur champ. Et ici, vous avez le décor d'enduit peint de l'Eucus, du salon. Donc ici, un exemple de mur en carreau de briques crues, mais ourdés de pans de bois. Ça, c'est une amélioration, si on veut, enfin en tout cas, un usage différent par rapport à la période précédente. C'est que ici, vous avez du pan de bois, et le pan de bois permet des élévations. Alors que la brique crue de l'état précédent était peut-être un peu plus délicat. Donc ici, à cette époque, à l'époque augustéenne et à l'époque précédente, on utilise pour la sculpture, pour le monumental, le calcaire du Midi que vous avez ici. Je vais vous parler aussi d'une grande maison qui a été fouillée à l'emplacement du pseudo-sanctuaire de Cybèle. C'est une grande maison qu'Armand Desbats a considéré que c'était le prétoire d'Agrippa. Parce que vu sa localisation, vu sa taille, vu l'organisation de ses pièces, il pense que c'était en tout cas une personnalité très importante qui la possédait et qui habitait à cet endroit. Vous le voyez ici, une maquette conservée au musée gallo-romain qui représente cette maison. Ici, vous avez le théâtre antique. Vous voyez où elle se situe, cette maison. Hein. Vous avez le théâtre antique qui est là, une rue. Ici, un grand péristyle. Je vais vous le montrer le plan. Ah, c'est ça. Voilà. Vous voyez la maison. Donc, une grande maison de 2000 m² à peu près, 2200 m², avec une partie privée et une partie probablement administrative. Avec une partie thermale, là également. Comment l'eau était amenée dans cette partie thermale? Si ce n'est pas l'aqueduc du Gier, c'est pas l'aqueduc du Gier, mais est-ce qu'il y avait un aqueduc antérieur, un autre qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas tout, évidemment. Donc, un très grand péristyle ouvert vers le sud, qui permettait une vue grandiose sur la ville, qui permettait donc aux notables de recevoir ses invités, vraiment demeure. Et vous, en bas, alors là, ici, la partie cuisine de cette grande demeure, des fours. Ici, un des décors donc des pygmées qui étaient dans cette demeure. Ici, vous avez une vue de la feuille de la rue des Farges, avec les différentes rues qui ont été observées. Ici, le mur
de rempart avec sa tour qui a succédé au Murus Gallicus. Et ici, les habitations antiques qui ont été découvertes, qui étaient hors les murs, qui ont été découvertes au Haut de Saint-Just. Donc voilà le rempart et une des tours circulaires qui a été observée lors de la fouille donc, de Michel Monin, service archéologique municipal. Et vous le verrez plus loin, il y a des maisons plus tard qui s'installent contre, mais on le verra après. Oui, on va le voir là. 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est une période de grande transformation pour la ville de Fourvière. Enfin, la ville de Fourvière, la colline de Fourvière. Pour la colonie. Puisque, alors, le plan est beaucoup plus chargé, bien entendu. Vous le voyez, ici, un grand sanctuaire est établi à l'emplacement de plusieurs îlots urbains. Ici, un grand édifice est construit également à l'emplacement de la maison que je viens de vous présenter, des deux maisons que je viens de vous présenter. Vous voyez? Donc les rues sont supprimées à ces endroits-là. Ici, il y avait une rue supprimée. Et ici, supprimée également. Donc à cette époque, les voies sont élargies et sont dallées de granit. Et là, elles comportent des égouts voûtés sous les rues. Là, encore une évolution. Mais c'est à cette époque que les dalles de granit apparaissent. Avant, on a du gravier. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient toutes dallées, mais il y en avait un certain nombre qui l'étaient et d'autres qui étaient encore en gravier. On a des carrefours où vous avez une rue en gravier qui est recoupée par une rue en granit. Donc ici, le grand édifice, donc le sanctuaire municipal du culte impérial, qui a été installé, vous le voyez, juste en face d'une rue, évidemment tout ça a la même orientation, d'une rue qui, dans la tradition romaine, devrait mener directement au forum. Et là non, c'est bizarre, parce qu'au bout d'un certain temps, cette rue, elle tourne. C'est pas très romain. Non, mais ça fait partie encore des interrogations. Peut-être qu'on se trompe, mais on espère qu'on aura la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux orientations coexistent, mais si vous voulez, c'est pas très orthodoxe de mettre un forum désaxé par rapport. Vous voyez, on imagine plutôt au sortir de cet édifice, d'avoir cette avenue qui file directement sur le forum. Et là, elle tourne. Un peu bizarre. Mais bon. Donc, je vous ai parlé donc de ce grand sanctuaire. En fait, aujourd'hui, d'après les inscriptions, d'après les statues qu'on a pu retrouver, il s'agirait plutôt d'un capitole, c'est-à-dire le temple où sont rassemblés tous les dieux, vraiment le capitole de la ville, donc le temple principal. Donc vous le voyez, bon ça c'est évidemment c'est une restitution, c'est une maquette qui est conservée au musée gallo-romain. Qu'est-ce que je vous ai dit avant? Alors oui, on a découvert évidemment cette statue de Jupiter qui fait aussi penser que le grand temple, cette statue, elle a été découverte dans une fosse à proximité lorsque le grand temple a été détruit. Ça fait penser que probablement, c'est une statue de Jupiter, probablement que le temple était dédié à Jupiter. Mais bon. Alors, les matériaux qui entrent en jeu à cette époque, ce sont des calcaires. On ne va plus les chercher. Maintenant, on a la pierre de ces... Oups. Qu'est-ce que Excusez-moi. Je me trompe de bouton. On a la pierre de Seyssel, qui est un calcaire très dur. Le chouin de fée également. Vous savez, vous avez tous entendu parler de la fouille de Chapeau Rouge, qui se trouve à Vèze, en bas
en bas du chemin des Carriers. Là, on a retrouvé, vous le voyez, on a retrouvé un atelier de potier qui était installé sur une carrière de gneiss. Et donc le gneiss était débité en moellon et devait être remonté jusqu'à la ville haute pour construire les édifices. En tout cas, après, on utilise moins le granit. Je ne dis pas qu'on ne l'utilise plus du tout, mais on l'utilise beaucoup moins. Par contre, on utilise le gneiss en moellon. Alors, à Cybèle, donc je vous l'ai dit, on a supprimé des rues pour construire un grand édifice dans lequel s'installe une grande citerne. J'avoue que là, cet édifice, il a été interprété par Amat Blaudin comme le sanctuaire de Cybèle, à cause d'une inscription et d'un hôtel taurobolique qui a été découvert à proximité. Aujourd'hui, on revient là-dessus, enfin Armand Desbats revient là-dessus. Malheureusement, les niveaux ont été très arasés. Maintenant, il est difficile d'avoir une certitude. En tout cas, il semble qu'on n'ait pas affaire à un sanctuaire de Cybèle, un grand édifice, peut-être une scola, peut-être un marché. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce... ou un marché. Voilà. Vous le voyez, le plan de l'édifice dans lequel est installé le grand réservoir. Dans la rue des Farges, les thermes sont construits. Les thermes sont construits sous Claude. Les thermes, ils sont là. Vous voyez, ces thermes, ils sont orientés selon la trame B. Ici, les vestiges ici sont orientés selon la trame C, parce qu'on fait une liaison. C'est cette voie qui permet de faire la liaison. Et ici, on a le rempart trouvé place de la Belle-Rue, contre lequel s'installaient des habitats. Donc le rempart a pu un rôle défensif à cette époque, puisque des habitats sont installés contre. Je vais vous montrer. Alors, les thermes en haut, ici, les habitats qui ont été trouvés, une vue où on voit les salles chaudes des thermes. Les salles froides, on ne les connaît pas, elles sont sous le collège, lycée, collège Jean Moulin. On n'a pas pu les fouiller. Mais ça viendra. Peut-être. Alors voilà, des maisons typiques de cette période, domus à cour, avec péristyle et bassin. Et puis, ce sont des maisons qui comportent des étages. À chaque fois, on a des escaliers, enfin des cages d'escalier qui permettaient de monter dans les parties hautes. Ah, je me suis trompé. Voilà les décors qu'on avait à cette époque. Vous le voyez, ça c'est un décor donc, de la maison à l'embléma mosaïque. C'est au verbe incarné, ouais. Et là, vous avez les décors qui ont été trouvés, qui ont été observés sur les maisons qui ont été fouillées contre le rempart, celles que je vais vous indiquer tout de suite, qui se sont installées contre le rempart, place de la Belle-Rue. Et ce qui est rigolo, vous voyez ici par exemple, il y a un beau découpage rectangulaire, c'est-à-dire que le motif décoratif qui était sur l'enduit peint a été récupéré lorsqu'on a construit la caserne au XIXe siècle. Caserne militaire au XIXe siècle. D'ailleurs, on a retrouvé une mention qui dit morceau de revêtement, vous voyez, c'est l'inventaire du musée lapidaire de la ville de Lyon. Morceau de revêtement du muret antique à fresque, l'enduit et là. Il a été découvert à Lyon lors du creusement des fondations de la maison qui sert aujourd'hui de caserne aux formes de la porte Saint-Just. Vous l'oubliez, voilà. Et quand mes collègues ont fouillé, ils se sont aperçus qu'une partie des enduits avait été spoliée. Ici, une restitution d'un décor, avec
des grands aplats de couleurs, des guirlandes et en bas des décors de fleurs, de feuilles d'eau. Voilà. On avance. 2e, 3e siècle. Alors là, toujours le même plan. Ça va, je suis dans les temps. Oui. De nombreuses voies sont dallées de granit. Hein. Des places sont aménagées. Des latrines sont aménagées sous un portique du Verbe incarné. Vous voyez, il y a pas mal d'installations publiques. L'Odéon est construit au IIe siècle. Il est là. L'Odéon est construit au IIe siècle. Le théâtre est agrandi sous Adrien. Donc là, on a un état plus grand. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, tant pis. Le cirque est construit au IIe siècle. Le cirque est ici. Vous le voyez. Alors, évidemment, on n'en a pas encore une preuve formelle. C'est une fouille qui a été réalisée par ma collègue Michel Monin dans les années 90. La topographie va dans ce sens. Énormément de murs, supports de gradins ont été découverts dans la rue, à plusieurs reprises dans la rue Pauline-Marie Jaricot. Mais on n'a pas encore dégagé complètement, on n'a pas trouvé la spina, la partie centrale, voilà. Donc il y a encore du travail. C'est une hypothèse qui tient pas mal la route. Bon, les dimensions, elles seraient de 370 mètres par 55 mètres. C'est pas très grand. C'est ce qui fait aussi douter certains collègues, disant que quand même pour une ville comme Lyon, c'est pas bien grand. Puisque celui de Tyr, par exemple, il fait 468 mètres sur 123. Vous voyez, il n'est pas le double. Non. Celui de Arles fait 450 mètres sur 100. Celui de Lyon serait un peu petit. Mais pourtant, il y a une inscription qui dit que les places du cirque ont été restaurées. Une inscription du IIIe siècle qui dit que les places ont été restaurées. Donc il y a bien un cirque. Bon, il y a une mosaïque du cirque qui a été trouvée à Ainet. Bon, ça ne veut rien dire, ça peut être qu'un décor. Mais si vous voulez, on a quand même de fortes présomptions que le cirque se trouvait à cet emplacement. Donc j'ai parlé de l'Odéon. Que voilà. Ça, le cirque, donc vous le voyez. Donc les vestiges que ma collègue a trouvés sont ici des vestiges évidemment de supports des gradins. De nombreux supports ont été découverts lors de travaux d'adduction d'eau dans la rue Pauline-Marie Jaricot. Ça fait pas mal d'indices. Mais après, il faudrait fouiller. Alors, est-ce que la partie ici serait sans doute indicatrice? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que l'aqueduc du Gier, il tourne à cet endroit-là. Donc, est-ce que c'est lié au cirque ou pas? Je ne sais pas. Ça demande encore pas mal de découvertes. Un exemple de... Alors, si partout, ce qu'on a pu observer, l'habitat commence à se paupériser, par exemple, on s'aperçoit que toutes les maisons ont systématiquement un étage, qu'on creuse sous les maisons pour faire des pièces supplémentaires, au risque de détruire, enfin de déséquilibrer les maisons. Par contre, il y a encore des très belles demeures qui existent. Ici, c'est la très grande maison qui a été fouillée par Philippe Fabia et Camille Germain de Montausan. Donc une très très grande demeure avec un jardin. Alors, il y avait une dizaine de mosaïques dans cette maison. Cette mosaïque, c'est la mosaïque au svastika. Elle est conservée, elle a été restaurée et mise au musée gallo-romain. Hein, vous la connaissez. Donc, si l'habitat, je dirais, commun se paupérise, par contre, il y a encore de très belles demeures. C'est-à-dire que l'élite continue d'avoir quand même... Ouais, toujours des riches. Ouais.
Alors, un autre endroit, là, c'est la fouille de l'Antiquaille, en fait. C'est la fouille qui a été réalisée par Étienne Hoffmann. Je ne sais pas si vous vous localisez bien. Ici, vous avez la montée du chemin neuf est là. Et ici, vous avez la rue de l'Antiquaille qui est là, qui tourne. Ça ne se voit pas trop, hein. Et donc, ce qui a été mis au jour par mon collègue, ce sont des vestiges de la voie, hein, un quart d'eau, donc une voie nord-sud, et puis de deux grandes demeures qui ont été bâties ici, qui sont arrivées à l'époque augustéenne, qui ont persisté jusqu'au IIIe. Pourquoi je vous montre cette maison? C'est aussi parce que, voilà la maison. C'est intéressant de voir, vous avez une grande demeure, et puis vous avez ici, le long de la voie est ici, vous avez ici, contre le portique de la voie, vous avez un édifice avec abside que l'on retrouvera plus tard, qui semble persister très longtemps. C'est peut-être cette maison qu'Ama Blodin a appelée la Domus Juliana, parce qu'on a trouvé une inscription au siècle dernier, ou celui d'avant plutôt, on a trouvé une inscription à la Scola de la Domus Juliana. Donc, on peut se demander si ce ne serait pas cette maison. Ici, vous le voyez, la fouille dans les années 2012. Hein. Ici, donc, vous êtes à l'emplacement. Les traits jaunes, c'est la rue. Vous avez le dallage de granit, vous le voyez, les dalles de granit. Vous avez ici le stylobate du portique. Vous avez ici le portique et les escaliers qui permettaient d'accéder dans la maison. Dans la maison, alors c'est moi qui l'ai un petit peu dessiné rapidement, avec l'abside. Donc ça, je vous l'ai dit. Hein. Donc on a observé beaucoup de remplois, des surcreusements. Oui, on a abandonné aussi les murs périmétraux, parce que parfois les maisons avaient chacun un mur. Après, pour gagner de la place, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait plus qu'un mur. Donc ça fragilise aussi les maisons, et on les a surcreusées. Et systématiquement, on a des boutiques en rez-de-chaussée et des appartements qui sont à l'étage. Voilà une vue réalisée par une maquette au musée gallo-romain. Alors, maintenant je vais vous parler rapidement, puisque j'ai quasi fini, de l'abandon de Fourvière. L'abandon de Fourvière, eh bien écoutez, l'abandon de Fourvière, on n'a pas encore d'explication complète, mais on a de fortes présomptions. On pense que la bataille de 197 entre Albin et Septime Sévère, où, vous savez, la bataille a eu lieu à Lyon ou aux abords, est sans doute une des causes. Il y a eu, bon, on n'en a pas la preuve formelle, mais il y a de fortes chances, puisque comme les Lyonnais avaient pris le parti d'Albin et qu'Albin a perdu, il y a de fortes chances que Septime Sévère s'est vengé. Alors, on n'a pas observé de destruction systématique, mais il y a de fortes chances que la ville a commencé à péricliter à ce moment. Ici, c'est une gravure du 19e, où on voit Septime Sévère sur son cheval qui piétine. Oups, oh là là, je me trompe de bouton. Qui piétine le corps d'Albin. Ici, voilà, des vengeances, les guerriers, bon là, ouais, bref, bon, mais enfin ça c'est une image, hein. C'est une image. Hein. C'est pas un architecte qui l'a fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on observe à Fourvière? Toutes les fouilles qui ont été menées à Fourvière montrent que la ville elle est abandonnée au IIIe. Peut-être pas complètement. Est-ce que les édifices de spectacle fonctionnaient encore? Ça, on n'en a pas forcément la preuve.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le grand sanctuaire, à cette époque, il est déjà en partie récupéré. On récupère pour faire des sarcophages, on récupère les pierres pour faire des sarcophages. Vous le voyez ici, il y en a un qui commence à être creusé, qui est creusé sur place. Hein. Là, on est à l'emplacement du cryptoportique du grand sanctuaire. Hein. En fait, il y avait des colonnes au milieu, les pierres de la colonnade, des supports de la colonnade, ont été récupérés et creusés. Qu'est-ce qu'on a observé aussi? Qu'est-ce que mes collègues ont observé? Eh bien que des faux monnayeurs s'installent dans les ruines, dans les citernes. On trouve de la fausse monnaie. Donc, à mon avis, il y avait des ruines. Donc, enfin, à mon avis, c'est sûr, il y avait des ruines. Les gens, c'était pas désert, il y avait encore des gens, mais bon, vous voyez, c'était un peu des repères, hein, des planques. Et on récupérait les matériaux de construction pour construire en bas, pour construire dans la presqu'île. Hein. Quoi d'autre? Des tombes étaient construites, étaient installées aux alentours de certains monuments, notamment sur la palestre des thermes de la rue des Farges, qui a été abandonnée, mais dans la palestre, un cimetière s'est installé. Autour de la maison, vous avez vu la petite demeure avec l'abside de l'antiquaille, des tombes se sont installées, ce qui veut dire que, à mon avis, ces édifices-là étaient assez monumentaux, étaient restés en partie en élévation. Et vous le savez, les chrétiens ou avant aimaient construire. Les chrétiens ont aimé construire. Qu'est-ce que je dis? Je suis fatigué. Les chrétiens aimaient être auprès d'un saint, d'une personnalité chrétienne qui est entourée. Avant eux, on pouvait avoir le besoin d'être enterré auprès par exemple, aux abords d'un collège, d'un collège. C'est pas les collèges d'aujourd'hui, les collèges, les regroupements de professions. Hein. C'est possible. Donc vous voyez ici, par exemple, vous allez voir le square Saint-Just qui vient d'être inauguré la semaine dernière. Vous verrez, il y a ici, par exemple, les pierres de support du vélum du théâtre. Ici, celle-là est encore en place. On a le trou, vous voyez, qui servait à tenir le mât. Ici, elle a été récupérée et mise comme sépulture à Saint-Just. Donc, les gens... Alors, hop, ça, c'est la nécropole qu'on a découvert sur la palestre des thermes de la rue des Farges. Alors, elle est plus récente, elle est 6e, 7e siècle. Mais si vous voulez, c'est une constante que les gens s'enterrent près d'un monument. Dernière photo. Ce que je voulais vous montrer, c'est la persistance des tracés urbains antiques qu'on peut observer dans le parcellaire, par exemple le parcellaire actuel. Là, ici, ça va être sur le cadastre napoléonien. Et vous le voyez, les trames que je vous ai montrées tout à l'heure, la trame A, alors attendez, la rue Radisson, elle est là. Hein. La rue Radisson est là, oui, je l'ai marqué. Ici, et vous avez la place de Fourvière qui est là. Est-ce que vous vous localisez à peu près? Hein. Vous pouvez voir les limites de parcelles, donc observées sur le cadastre napoléonien. Eh bien, il y en a beaucoup qui reprennent la trame A, l'orientation de la trame A, et ça, c'est l'orientation de la trame B. Et on a fait à peu près les mêmes observations dans la presqu'île, mais là, les orientations sont différentes. Mais c'est une autre histoire, puisque le volume 2 n'est pas encore fini d'être écrit. Je vous remercie.